Le futur projet de parc, il y a le côté bord de Rance, mais il y a aussi le monde agricole. Et dans le monde agricole, on a eu l'occasion de débattre nous sur ce projet, on a adhéré à ce pré-projet. Par contre, certains agriculteurs se posent des questions à savoir si il va y avoir des contraintes supplémentaires qui vont leur être exigées dans les parcs. Alors, est-ce que vous avez vécu ça ailleurs et quelles contraintes pourraient leur être demandées? Est-ce que la baguette du Perche est prête? Oui, on peut parler de la baguette du Perche, mais on peut aussi parler peut-être dans le Perche, mais je vais y venir sur la baguette, de la problématique des haies, puisque le parc s'est engagé sur la protection des haies. Et effectivement, peut-être que certains agriculteurs au départ se sont posé la question par rapport à cette problématique en disant ben voilà, moi je vais pouvoir arracher ma haie pour pouvoir exploiter avec les matériels qui est de plus en plus important. Et en fait, la solution a été assez facile à trouver avec eux, puisque systématiquement, sans lui interdire d'arracher une haie dans certains cas qui effectivement posent problème pour l'exploitation agricole, il y a obligation de replanter, ce qui fait que si vous traversez le Perche aujourd'hui, on trouve beaucoup de haies qui ont été plantées, des fois avec le soutien du parc, quelquefois à raison du double par rapport à la haie qui a arraché, ça dépend de la valeur qu'avait la haie, etc. Mais pour dire que effectivement les agriculteurs ont trouvé un intérêt. Alors, il y a aussi peut-être l'expérience de la baguette du Perche, c'est pour ça que je pense que je ne peux pas y échapper quand même de raconter cette initiative qui a fêté son 10e anniversaire cette année. Alors, c'est vrai que c'est dans l'esprit peut-être de ce qu'on veut faire demain avec un espace test agricole pour soutenir l'activité de culture maraîchère, mais à l'origine, c'était de chercher un produit qui pouvait faire l'unanimité au niveau du parc, quel type de produit on pouvait faire en circuit court, etc. quoi. Alors c'est vrai que c'est parti tout simplement peut-être de certains boulangers qui se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas une baguette du Perche et comment fait-on une baguette du Perche? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait il y a une charte qui est relativement simple, c'est forcément des céréales, le blé qui est cultivé dans le Perche. Non, un seul meunier aujourd'hui qui peut moudre ce blé qui est forcément dans le Perche, et la baguette du Perche ne peut être vendue qu'avec la marque Parc dans le Perche uniquement. Et 98% aujourd'hui des boulangeries vendent cette baguette du Perche qui est maintenant de notoriété publique et elle est très appréciée de nos Parisiens puisqu'on est à 1h30 de Paris, donc ils viennent très souvent au week-end en Perche, mais je peux vous garantir qu'elle est aussi très appréciée des percherons parce que c'est pas une baguette à farine blanche, c'est une baguette à je suis pas spécialiste de la boulangerie, mais voilà, qui est du pain traditionnel, donc qui est très recherché. Voilà. Et donc demain, puisque ça a été voté il y a quelques semaines seulement, on se lance donc dans 2 espaces tests agricoles, dont un dans une école de culture maraîchère bien sûr, mais un aussi sur un site qui connaissait des maraîchers et qui abandonne. Et en fait c'est le parc qui va, avec un chargé de mission, soutenir cette activité maraîchère. Alors, juste avant de passer la parole à notre collègue, voici Thierry Burneau, le vice-président de la région qui arrive. Bonjour Thierry, ça va? Viens donc Thierry, là, on t'attend là. Voilà. Oui, donc il y a une précision, je voudrais en apporter une à monsieur le maire de Plouane. L'autre jour, on était en réunion à Plélin et on parlait des mesures d'accompagnement sur les milieux aquatiques et sur la biodiversité. Il y a des MAE, des mesures agro-environnementales, et la région a annoncé les mesures agro-environnementales biodiversité, elles sont sur l'ensemble du projet de parc. Voilà un premier exemple qui fait que ce territoire, qui est un territoire assez exceptionnel, est reconnu comme tel et bénéficie dans son ensemble des mesures agro-environnementales, biodiversité. Et des exemples comme ça, il y en aura d'autres. Alors, une précision,
Alors, justement, c'était celle que je voulais apporter. La plupart des parcs sont les animateurs des mesures agri-environnementales, des MAE. Mais c'est vrai qu'en Camargue, toutes les MAE avaient été décidées avec la profession agricole et animées et mises en œuvre avec l'équipe du parc. Donc c'est vrai que c'est un outil particulier qui accompagne les parcs. Vous parliez tout à l'heure de contraintes. Bien entendu, comme vous le savez, le parc n'est pas un outil réglementaire. Donc il n'y a pas de contraintes qui s'imposent. Il y a une exigence, comme l'indiquait tout à l'heure le président Josselin. Donc on est bien sur plutôt une montée en qualité des professionnels. En Camargue, par exemple, l'AOC Taureau de Camargue a été obtenue par le parc dans le cadre de la commission agricole. L'IGPRI a été aussi obtenue par le parc dans le cadre de la commission agricole. Vous voyez, donc ce sont des outils que le parc anime et dont se dotent les professionnels pour valoriser leur production. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça. C'est vrai aussi pour la diversification agricole avec les gîtes ruraux. C'est également vrai qu'on vient de rappeler sur la marque parc. Vous savez qu'on a beaucoup de produits marqués dans les parcs. Donc de toutes sortes d'ailleurs, ça va du miel à la viande en passant par les marques d'accueil, on a du blé meunier, enfin on a différents dispositifs qui permettent aussi au parc de développer des outils justement de promotion de l'outil agricole. Et je crois que Karine veut compléter. Oui, ça me faisait penser, en fait effectivement il n'y a pas de contrainte, mais c'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais un agriculteur qui utilise actuellement tel niveau de pesticides, demain le parc se crée, il peut utiliser tel niveau de pesticides. Voilà. Seulement c'est pas ça que le territoire, ce dont le territoire a envie, a priori c'est pas de ça. C'est de pouvoir s'entraîner de manière positive vers un autre avenir. On va utiliser peut-être moins de pesticides, on va travailler ensemble, on va produire peut-être plus local, on va pouvoir aussi s'exporter, c'est-à-dire être plus solidaires ensemble pour développer une filière. Donc c'est plutôt dans quelle dynamique ces agriculteurs vont se positionner. Il y a une phrase moi, qui m'en vient, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je peux vous assurer que le parc naturel régional, c'est exactement ça. Tous les agriculteurs qui sont de bonne volonté et qui ont envie de créer une dynamique, dans un parc naturel régional, c'est exceptionnel. Parce que la définition d'un parc naturel régional sur la loi, c'est territoire rural, au patrimoine naturel, riche, etc., à protéger. Mais c'est territoire rural. Donc c'est forcément un territoire agricole. Mais s'ils ne veulent pas rentrer dans la dynamique, ils ne sont pas obligés. Mais vous constatez dans tous les parcs qui marchent bien, quand des agriculteurs ont voulu vraiment se prendre en main et agir et s'entraîner dans la dynamique et créer leur propre dynamique, ça a bien fonctionné. Je pense à un exemple en particulier dans les Alpilles. Il se trouve que dans les Alpilles, on avait les 3 vice-présidents de la chambre départementale d'agriculture, qui n'étaient absolument pas d'accord avec les agriculteurs du territoire. Donc, et on avait bien sûr dans la commission agricole les représentants de la chambre agriculture et les représentants du territoire. C'est pas le parc qui a dit on va faire comme ça et on va pas faire autrement. C'est la dynamique qui s'est créée à l'échelle du territoire qui a fait que il y a eu tout un travail sur la filière, notamment oléicole, qui s'est fait. Et là, ça a été vraiment un espace de dialogue, de création, de dynamique, et on n'a plus parlé de ce mot de contrainte. Voilà. Ah non, attendez. Vous m'avez piqué mon micro, là. Oh, c'est moi qui dirige le débat, quand même. Mais alors, je vais vous donner la parole tout à l'heure, monsieur le maire d'Ambon, mais notre arrivant, là, a besoin de se rattraper, il a des choses à nous dire. Alors voilà. Et après, on va prendre une question, n'importe laquelle, et je vous laisserai répondre. C'est une question qu'on entend souvent dans les parcs et de très longue date. Le parc emporte des contraintes, amène des contraintes, comme ça a été dit. C'est totalement faux. C'est totalement faux dans le sens, il y a un amalgame avec les parcs nationaux qui peut amener des contraintes, effectivement, puisqu'il y a une réglementation. Je prends une image simple, c'est comme un jongleur qui jonglerait avec des boules en bois. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on doit jongler avec des boules en bois et apprendre à jouer aux agriculteurs avec des boules en bois, sachant qu'on n'a pas fait les boules en bois. Voilà. Et par contre, si on jongle pas, on se prend sur les pieds. Donc, je prends un exemple dans ce sens-là. En ce moment, on travaille avec les agriculteurs sur la charte paysage, le plan de paysage d'un côté, et une charte forestière de territoire de l'autre côté. Le principe de travailler avec une charte, c'est ça, c'est l'adhésion volontaire des professionnels sur ces démarches, sans apporter aucune contrainte réglementaire, mais simplement jongler et jouer avec la réglementation, avec un projet quand même, il est bien clair, d'améliorer soit la biodiversité, soit les paysages, soit l'organisation forestière, mais toujours sur une dualité organisation, je dirais, de la biodiversité, mais aussi foncière, économique. Charte forestière, le but, c'est de
travailler avec les forestiers pour avoir une meilleure organisation du foncier forestier, meilleure exploitation, meilleure valorisation économique, tout en préservant la biodiversité. C'est souvent ces challenges qu'on mène en jonglant avec la réglementation qui, elle, est faite par l'État et non pas par les parcs.